fruits, les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut, et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma? Nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, il se passe un truc un peu marrant dans l'actualité, mais vraisemblablement, on peut être condamné par la justice à de la prison et quand même pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Alors, c'est marrant parce que pour plein de boulot, il faut un casier vierge, mais du coup, on s'est concerté et vu qu'en ce moment, c'est un peu la mode d'être candidat, qu'on soit condamné ou qu'on soit déjà 12 candidats à gauche et 9 au centre, et qu'il y a déjà beaucoup trop de gens à droite, on s'est dit qu'on allait également officialiser aujourd'hui quelque chose, oui, réaliser son trucage et candidat à l'élection présidentielle. Alors, c'est peu commun, une candidature à 5 têtes, mais justement, c'est vachement plus malin. Et vous imaginez un peu 5 cerveaux pour régner au lieu d'un seul. Déjà, ça empêche la mégalomanie. Et puis, c'est parfait, c'est-à-dire qu'en fonction de l'interlocuteur, on choisit qui on envoie. Pour faire face à Trump, on envoie Simon. Vous imaginez le scénario ? Moi, je l'imagine, ça peut faire de la magie. Face à Poutine, on envoie Nicolas. Et là, vous inquiétez pas, il vous fera pas une Sarkozy 2007. Pour le coup, ça ira. Pour gérer l'administratif incompréhensible, on envoie Alexis. De toute façon, c'est lui qui gère tout ça. Sophie, elle nous fera la représentation militante. Et puis moi, je sais pas encore, mais on va trouver. T'inquiète, frère. Bon, par contre, on n'a pas encore de programme précis, mais on a un début de gouvernement qu'on peut vous donner, histoire que vous captiez un petit peu ce qu'on va faire. Ministère des Armées, on pensait nommer Gilles Lelouch. Je trouvais ça logique et cohérent. Évidemment. Plus que le réalisateur des 2 derniers de Gaulle. Ministre de l'écologie, Wally, bien sûr. Ministre de l'Intérieur, n'importe qui sauf Florent Nunez, ou Bruno Retailleau, ou Gérald Darmanin, ou Christophe Castaner, ou Bernard Cazeneuve, ou Manuel Valls, ou Michel Alliot-Marie, ou Nicolas Sarkozy, ou Jean-Pierre Chevènement, ou Jean-Louis Debré, ou Charles Pasqua. Oui, N'importe qui. Ministère de l'égalité, donc droits des femmes, racisme, LGBT-phobie, tutti quanti. On pensait à Keyona. Alors, est-ce que c'est raciste? Est-ce que c'est cliché? Est-ce que c'est sexiste? Je sais pas, mais c'est plutôt cohérent. Ministre du Travail, on pensait à Tilda, qui est le chat d'Alexis et Sophie, qui n'en branle pas une et qui fait que dormir. Donc, c'est un peu notre vision du boulot. Ministre de la Culture, Philippe Catherine, évidemment. CF, les JO 2024. Pour le garde des Sceaux, on pensait nommer Jiffy, parce que j'ai vu qu'ils vendaient plein de seaux pour cet été. Allez, yes, super. Ministre de l'économie, Alexis, en vrai, double casquette, mais il gère vraiment trop bien notre réseau, donc il peut faire les deux sans problème. C'est pas gagné les années. Ministre de l'éducation, Jean Patoche Doubidou. Évidemment. Ouais, évidemment. Et puis notre Premier ministre, évidemment Virginie Efira. Donc un gouvernement efficace pour une France plus juste et intégralement sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis. Salut. J'attends. Hello. En fait, pendant tout ton intro, j'étais en mode. Quand est-ce que Virginie Efira? Quand est-ce que Virginie arrive? J'ai évité de faire aussi trop de private joke, mais on aurait pu citer des copains ou quoi. Mais non, mais par contre, à chaud là, un truc dans notre programme. Un truc dans notre programme. À chaud là, vite. La gratuité des transports en commun. C'est bien ça. Voilà, j'ai dit un truc méga sérieux, mais je le pense. Mais oui, je suis la tout à gratuité fait, des je suis transports tout à en fait commun, d'accord avec arrêtez de toi. nous faire chier avec ça. J'ai pas d'idée. Si, trouver des solutions pour la chaleur dans les écoles, là tout de suite. Ouais, je suis d'accord, très bien. Vraiment, genre, soit on modifie l'agenda scolaire, enfin, on se démerde pour plus qu'il y ait ces putains on les délocalise tous dans le nord de la Norvège. Par exemple. Voilà, pour 3 mois. Ça va leur faire vendre du pays, en plus, c'est bien. Non, mais c'est bien. Du coup, on annexe la Norvège. Allez, let's go. Allez. On aime bien cette 3e canicule? Ouais, super. Pas mal, 3 canicules en un mois et demi. Moi, je trouve que c'est le meilleur volet de la trilogie pour l'instant. Après, vous faites ce que vous voulez, mais... Comment elles vont vos glandes sudoripares? Sudoripare, ça c'est les glandes... Alors, ding ding ding, c'est mon mot de la semaine, les gars. Sudoripare. Ding ding ding. C'est les glandes qui puent. C'est les glandes annexes cutanées qui sécrètent la sueur. D'accord. Ok, sudoripare. Pas mal, non? C'est très mignon. J'ai galéré, hein. Ouais, j'ai galéré parce pas que... appeler ça comme ça, moi, mais bon, écoute, on fait comme on peut. J'ai galéré parce que, comme vous pouvez l'entendre, on est en format réduit. Nous ne sommes que 3 autour de cette table. Hein. Ouais. C'est les soldes. C'est ça. Il y en a qui sont partis. Attention, grand deuxième déstockage. démarque. Non, blague à part, Nico et Simon ont dû s'absenter. On les embrasse et on gère à 3. Oui, on va y arriver. Ça. L'année 2026, et je tiens à le dire fort. quand même, est un gros challenge logistique.
par rapport aux 3 années précédentes qui ont été une promenade de santé, visiblement le destin s'est vengé sur, écoute, sur celle-là. On fait comme on peut et puis on se dit que surtout c'est l'avant-dernière avant les vacances. Allez. Puisque, on vous le rappelle, mais à partir non pas de la semaine prochaine quand vous nous écoutez, puisque la semaine prochaine vous aurez droit à un dernier épisode, on ne pouvait pas partir sans vous parler de Nolan. Mais à partir de la suivante, vous aurez le droit à notre saga de l'été. Peut-être un petit mot sur notre Summer of LOL et ce qu'attendent les gens. Eh ben écoutez, le Summer of LOL, comme son nom très bien trouvé l'indique, je sais plus qui a trouvé ce nom dans l'équipe, mais en tout cas c'était l'un de nous 5, c'est donc une saga de l'été consacrée aux comédies. Qu'est-ce qui nous fait rire? Qu'est-ce qui nous fait moins rire? Qu'est-ce qui nous faisait rire quand on était môme mais qui a mal vieilli? Quels sont les gags, les moments comiques impayables de nos cinéphilies respectives? On va explorer tout ça et évidemment, comme d'habitude, on termine chaque épisode par une manche de Pas vu pas pris, notre jeu de la honte, qui cette année est centré sur les comédies. Donc voilà, il faudra déterminer lequel ou laquelle d'entre nous n'a pas vu des grandes comédies, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Parce qu'on pourrait estimer qu'un Pas vu pas pris spécial comédie, il n'y a pas de gros morceaux, il y en a des très gros. Il y en a des très gros. Et en plus, il y a quelques petites règles bonus qui se sont glissées ici ou là, que vous découvrirez en écoutant les épisodes. On va évidemment rien vous spoiler, mais il y a du lourd. Spoiler. Et évidemment que pour nos Josiane chéries, les épisodes sont disponibles un petit peu plus tôt. C'est ça, à partir donc, pas de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va évidemment parler de l'Odyssée de Christopher Nolan. Oh bah dis donc, ça vient du cœur ça. Ça c'est la deuxième fois. Vous le dites, ça me... Je précise que Sophie n'a pas vu le film au moment où nous enregistrons cet épisode. Contrairement aux deux autres. Contrairement aux deux autour autres de la table. autour de la table, ouais. Donc, on va évidemment parler de l'Odyssée la semaine prochaine. La semaine d'après, c'est le début de la saga de l'été. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas abonnés, c'est pas grave, on vous en veut pas, je le dis quand même. Hein. Vous avez évidemment le droit de ne pas vous abonner. Vous aurez accès à un épisode tous les vendredis. Par contre, si vous êtes abonné, vous pourrez écouter les épisodes dès le mercredi, donc avec 48 heures d'avance, c'est pas mal. Voilà, donc si vous voulez vous abonner pour écouter la saga de l'été en avance, le lien est dans la description, bien sûr. Bien évidemment, sachant qu'en plus, si vous voulez vous abonner, cette semaine pour nos Josiane, justement, on a un nouvel épisode. Alexis va décortiquer un film sur une fille qui aime bien les bijoux, j'ai pas compris. Commençons donc par le début, avec ce premier plan séquence qui pose les premières graines du récit. Et en premier lieu, il faut souligner un point très important, c'est un premier plan totalement muet. Toutes les informations sont communiquées au spectateur par le prisme de l'image, et jamais par celui du son. Non, c'est le biopic de Marine Le Pen. Merde, elle était là ma blague, elle était juste là. Elle était sous tes yeux. Elle était sous mes yeux. Mise au point sur La fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers, qui, je tiens à le dire, c'est intéressant, n'est pas un film qui est très reconnu. Stéphane Desmoustiers, on le connaît maintenant pour La Colline de la Grande Arche, mais je veux dire, c'est pas le plus grand film judiciaire de ces dernières années, encore moins traité sous l'angle de la mise en scène, et pourtant c'est ce que toi t'as voulu aborder. Bah oui, parce qu'il se trouve que des films récents de Stéphane Desmoustiers, c'était le seul que j'avais pas vu, et sur conseil de Sophie, je l'ai rattrapé il y a quelques jours. C'est un excellent film. Oui. Je pense que c'est mon Desmoustiers préféré à date, et j'ai fait ce que je ne fais jamais avec Mise au point, j'ai essayé de coller à l'actualité, vu qu'on va parler dans cette émission de La Chaleur, son nouveau long métrage. Je me suis dit que ça valait la peine d'en profiter pour parler un petit peu de ce film-là, et en fait je parle du premier plan du film, qui est un plan séquence d'apparence assez simple, mais dans lequel il se passe pas mal de trucs assez subtils que je voulais décortiquer, parce que je sais que Arthur a une passion pour les premiers films, moi j'ai une passion pour les premiers plans. Je trouve que c'est très difficile comme exercice de réussir un premier plan, comment t'installes ton spectateur dans un récit, et je trouve que Desmoustiers le fait merveilleusement bien dans La fille au bracelet. Donc voilà, si vous voulez écouter cet épisode, vous pouvez évidemment vous abonner, comme je le disais tout à l'heure. Parfaitement. Allez, on commence le programme de la semaine, qui est un programme un peu léger. Hein. On s'approche des vacances. Petit à petit, on allège un petit peu notre charge de travail. Mais vous inquiétez pas. On s'approche du Nolan surtout, donc voilà. On est en service minimum là. Arrêtez de me faire mal comme ça. À chaque fois qu'on va dire Nolan, tu vas râler comme ça. Toujours tu vas avoir pareil. mal à la gorge à la fin la semaine prochaine. Jeanne Moreau. Non, au programme cette semaine, il fait chaud. Genre littéralement, il fait chaud. Là, quand on parle, il fait 32, mais en vrai, au cinéma aussi, il fait chaud. Il fait chaud dans les îles paradisiaques de la Polynésie. Il fait chaud dans un camping du sud de la France. Il fait chaud en Syrie. Alors, pas sûr de ma vanne pour le coup, parce qu'on peut quand même pas de réfugiés de guerre et de. Bon, mais bon, allez, ça passe. C'est toi qui écris le conducteur, il fait chaud dans un camping-car dans le Nevada. Celle-là, vous l'avez pas, mais vous comprendrez après pourquoi. Mais on commence par la chaleur de la belle famille. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que la famille. Alors, la belle famille, oh là 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 là. Après, j'avoue que si votre mec est un peu toxique, il y a un monde où sa famille l'est aussi. Donc, juste au cas où, dans ces cas-là, faites gaffe aux gros bouquins qui traînent dans le grenier, on sait jamais.
Evil Dead Burn de Sébastien Vanitschek, Cocorico, français réalisateur de Vermine, qui fait donc son deuxième film à Hollywood, film qu'il a coécrit, comme c'était le cas dans Vermine, avec Florent Bernard Flaubert pour les internautes et les geeks de l'internet, avec notamment Soleil Yacoub, Hunter Douane et Luciane Buchanan. Avant de dire un mot sur le film, peut-être qu'on peut expliquer à notre audience que vous allez avoir le droit, et c'est un exercice qu'on n'a jamais fait jusque-là, à 2 interviews. 2 interviews parce qu'on a pu s'entretenir d'une part lors d'un junket avec Sébastien Vanitschek et Souela Yacoub. C'était donc l'occasion de parler avec l'actrice du film parce que c'est quelque chose qu'on... Sébastien Vanitschek, on l'avait eu, souvenez-vous, pour la sortie de Vermine longuement. Avec son équipe, hein, oui, c'est vrai, tout à fait. Il n'était pas venu seul, ils étaient 3. Mais du coup, on s'était dit, là, Souela Yacoub, c'est différent, sauf qu'on savait qu'au fond, on avait un peu envie de refaire la même chose avec Sébastien et de pouvoir s'entretenir longuement avec lui. Et donc, on l'a fait séparément. Une première fois, effectivement, en junket avec Souela Yacoub. D'ailleurs, au moment où je vous parle, l'entretien est déjà disponible. Tout à fait, il est disponible là maintenant sur les plateformes de streaming. Par contre, on a fait donc un entretien qui dure au moins 1h40. 1h33, si je dis pas de bêtises. J'ai fait la post-production il y a 2 jours, c'est pour ça que je m'en souviens, okay. Mais 1h33. Et donc c'est Alexis, Sophie et moi qui nous entretenons avec Sébastien. On revient vraiment sur la genèse du projet, la production à Hollywood, les différentes galères, les remontées des distribs, des distribs, parce que la Warner distribue, etc. Pour le coup, vu qu'on spoil un petit peu plus, vu qu'on rentre beaucoup plus dans le détail, on s'est dit que cette émission-là, elle serait plus pertinente de la sortir la semaine après la sortie du film. Ouais. Donc l'épisode sera disponible le jeudi prochain. Le jeudi 16 juillet oui, je crois. En tout cas, jeudi prochain, il y aura donc cette interview, ce grand format d'interview avec Sébastien. Et on vous conseille d'ores et déjà de voir le film d'ici à la sortie de l'interview, si c'est possible pour vous. Parce que même s'il n'y a pas de spoil majeur, on évoque quand même beaucoup d'éléments du film. Et on évoque... pour parler d'effets spéciaux, pour parler d'effets pratiques, de décors... Et du coup, forcément, si vous n'avez pas vu le film, bon déjà il y a quand même des chances qu'on dévoile 2-3 trucs qu'il vaut mieux découvrir sur grand écran, mais surtout vous n'allez pas toujours savoir de quoi on parle, donc de facto je vous conseille de le voir avant, ça rendra l'interview beaucoup plus enrichissante. Mais on en est très fiers, on remercie Sébastien de sa disponibilité parce que c'est la deuxième fois qu'il nous offre ça, et à date, pour avoir pas mal creusé et regardé tout ce qu'il a pu faire, c'est l'interview la plus complète qu'il a sur le film et vous permet d'être très cash sur 2-3 éléments de production, ce que je trouve rare et donc rafraîchissant. Mais bon, voilà. Comme ça, vous avez le planning de tout ce qui entoure ce Evil Dead, qui, entre parenthèses, je spoil déjà d'office, tous les 3, nous avons plutôt beaucoup aimé. Ouais. Sophie, pour commencer, premier petit tour de table rapide. Ce Evil Dead Burn, il faisait peur sur le papier, parce que Evil Dead Rise nous avait pas beaucoup plu. On se demandait comment Vanitschek allait pouvoir s'intégrer dans la machine hollywoodienne. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne complètement. Moi, il faut savoir que Evil Dead Rise est un film que je déteste, c'est-à-dire le précédent. Je trouvais que c'était un film pro-life, vous pouvez retrouver un épisode dessus, c'est un film que j'avais découvert au bif, je trouve que c'est de la merde. Donc d'un côté j'avais pas trop peur, parce que j'avais confiance dans le talent de metteur en scène de Sébastien, dans son intérêt pour la mise en scène horrifique, et je sais que Evil Dead c'est porté par des envies de mise en scène. En fait on va pas se mentir, c'est devenu un pilier de la pop culture horrifique. Mais avant tout, c'est un film de débrouille et de mise en scène. Et je pense que c'est le cœur de la saga Evil Dead. Et je trouve que c'est pour ça que, notamment, le remake de Fede Alvarez montrait qu'en prenant globalement le même contexte, si on change radicalement la mise en scène, on change radicalement de film et d'ambiance. Donc en fait, j'avais pas trop peur de ce qu'allait devenir ce nouvel épisode, sachant que Evil Dead, on parle beaucoup aussi de l'univers cinématographique. Ça a été même décliné en série d'un côté beaucoup plus humoristique avec Ash versus Evil Dead, que j'aime pas tant que ça, je trouve que ça tourne un peu en rond, mais en fait on peut faire globalement ce qu'on veut d'Evil Dead parce que c'était un exercice pour Sam Raimi. Le premier c'était je veux réaliser mon film d'horreur, j'ai une petite mythologie que je vais bien resserrer, et après en fait on le voit, le fait que le 2 soit un remake du 1 mais avec de la comédie en plus et avec un peu plus de budget, et que le 3 ce soit déjà une complète nouvelle réinvention dans un univers complètement différent avec de la stop motion, avec plein de choses. En fait Evil Dead c'est un canevas blanc. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux sur cette toile. Moi, ce dont j'étais très curieux, c'est de savoir ce que Sébastien Vanitschek allait mettre sur cette toile blanche en reprenant des éléments. Et je voulais savoir quels éléments il allait reprendre, quels éléments de la mythologie et surtout quels éléments de mise en scène il allait apporter à cette grande fresque. Et juste pour dire en 2 secondes mon avis,
Moi, c'est un film contre lequel j'ai quelques petits griefs. On en parlera. Ouais. On en parlera dans un deuxième tour, mais globalement, je trouve que c'est un film qui déborde de générosité, d'effets de mise en scène vraiment canon. Et moi, je suis très, très, très contente de ce qu'il a fait de son personnage principal, à savoir une vraie final girl, dans tout ce que ça implique en termes de dépassement, de soi, d'histoire tragique et de vrai survival. Donc, moi, je trouve que c'est un film très réussi. Moi, je vous parlerai dans un second tour de table justement de personnage de Final Girl. Moi, très rapidement, avant de te donner la parole à Alexis, je suis vraiment d'accord avec Sophie, c'est-à-dire qu'il y a des petites scories, notamment d'écriture, on en parlera, mais par contre, le ride d'horreur est dingue. Et à l'époque, quand on avait fait l'entretien sur Vermine avec Sébastien, hors micro, on avait décelé, on avait compris par A plus B qu'il allait faire Evil Dead, et il nous avait dit à l'époque, je veux pas faire un film gore, je veux faire un film qui fait mal, comme vous savez les dents dans le trottoir sur American History X. Bah c'est hyper réussi. C'est hyper réussi. J'ai vraiment, c'est un film qui est douloureux à regarder. Alors c'est marrant parce que je l'ai vu 2 fois. Et la première fois, je me suis vraiment pris le choc de la violence. Et la deuxième fois, j'ai réalisé que malgré tout, c'est quand même très gore. Vraiment, c'est hyper gore. Hein. Oui, mais tu sais, la première fois, je me suis vraiment pris le coup de « Ah putain, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. » Et que j'avais presque oublié à quel point c'était quand même malgré tout hyper graphique. C'est cracra. C'est crasse-pouille comme on aime. Mais là où je rejoins Sophie, et je terminerai là-dessus, c'est que moi, où je suis vraiment impressionné, c'est que Sébastien, on lui donne 4 fois le budget de Vermine, à savoir vraiment que dalle à Hollywood, et le gars fait des trucs avec sa caméra qui n'a aucun sens. Il se permet de faire des mouvements, des déplacements, de jouer sur le fond, de jouer sur ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, de s'amuser sur le parcours et des personnages et de l'horreur et de s'amuser sur les différents types d'effets. Parfois ça fait un petit peu mal, parfois ça va carrément aller vraiment dans du full gore, parfois ça va juste être des trucs vraiment qui vont dans tous les sens, mais qui fait que sur 1h45 de film, on a 1h20 d'intensité rare. Et je trouve que c'est quelque chose à louer parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans le cinéma d'horreur. Généralement, on a quelques effets très gore sur 2 scènes très précises ou voilà, là, on a vraiment quelqu'un qui assume de dire non, ça va être bourrin. Je vous préviens, ça va être bourrin. Alors, on va s'amuser, hein, on va rigoler, on va aller dans tous les sens. À un moment, on va se retrouver du plafond, machin, etc. Mais on s'amuse. Et j'avais écrit ça en tout début sur Letterboxd avant l'embargo. Pour moi, c'est un film de gros kiffeur. C'est un film où Florent Bernard s'est amusé à l'écriture avec lui sur notamment le personnage de la grand-mère, etc. Et c'est un film où Sébastien s'est fait kiffer. Il s'est dit putain, j'ai enfin un budget que je pourrais pas avoir en France. Et ben on va faire du cinéma comme j'ai envie de le faire. Ah bah c'est cool. Moi je trouve c'est cool. On parlera dans un second temps, il y a plein de choses à développer, mais voilà. Toi Alexis, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi c'est une franche réussite. Il y a pas de doute là-dessus. Je suis pas loin de penser que c'est mon film préféré de la saga, juste après celui de Fede Alvarez et les 2 en dessous de Army of Darkness, qui reste pour vraiment mon film préféré dans cette drôle mythologie. De classement, j'adore. Mais oui, en fait, mais précisément, je vais expliquer pourquoi je suis pas méga sensible à la mythologie d'Evil Dead, moi. Les 2 premiers films de la franchise, avec toute l'affection que j'ai pour Sam Raimi, sont pas des films qui comptent énormément dans mon panthéon personnel. Je les aime bien, mais je les aime juste bien. À partir de Army of Darkness, où là pour le coup il ouvre vers un univers d'heroic fantasy complètement baroque et où là vraiment je sens qu'il a les moyens de se faire plaisir et de tester des trucs et d'innover. Là je trouve qu'on prend un vrai gap, et donc forcément après le remake d'Alvarez que je trouvais très nerveux, très brutal, très anxiogène, qui fonctionnait à plein régime, la vision d'Evil Dead Rise, ça avait été quand même la grosse des sauces, quoi. Je m'étais dit là ça y est, ils ont dérapé, ils sont en train de faire une espèce d'anthologie mal branlée qui file à des auteurs pas particulièrement finaux, parce que l'Ichronine, bon, est quand même pas terrible. Ouais, mais t'as pas vu La Momie, je pense que ça te plaît. Non, mais j'ai vu Evil Dead Rise. En fait, La Momie est un meilleur Evil Dead que Evil Dead Rise. Ah, bah, c'est là où c'est intéressant. J'en doute pas. Et donc, forcément, t'as un mélange d'excitation et d'appréhension, parce que tu te dis, c'est un bon réal, Sébastien Vanitschek, il a fait Vermine et c'est un bon film, donc je sais qu'il a les capacités pour, mais il va se confronter à une machine qui est peut-être pas la machine la mieux réglée du monde actuellement à Hollywood, quoi. Et je suis impressionné. Je suis impressionné parce que oui, le film a des scories, notamment des scories d'écriture. Tu sens que il y a des fois où les Américains ont mis un peu les mains dans le cambouis et c'était pas nécessaire. Ça se sent au visionnage. C'est important de le dire. Pour moi, c'est aussi le signe de la réussite du film. Je vais pas paraphraser ce que vous avez dit. Je trouve le film hyper brutal, hyper nerveux. Je suis accroché à mon fauteuil pendant 1h20 non-stop. C'est un vrai plaisir, un vrai kiff de spectateur. Mais surtout, quand je vois les scories en question,
tout de suite ça me saute aux yeux, je me dis c'est pas Sébastien ça. Et en fait le fait de se dire ça témoigne à mon sens de la cohérence de son projet, parce que dès que c'est pas lui qui est à l'initiative, tu le sens immédiatement. Ça détonne en termes de mise en scène, en termes de tempo, en termes d'atmosphère, parce que à côté de ça, tout ce qui est né de son esprit, de celui de Florent Bernard aussi par extension, et tout ce qui est vraiment qui marche dans le sens de leur projet et de leur vision, c'est hyper cohérent, c'est hyper efficace. Et puis on en reparlera peut-être, mais vraiment en termes de mise en scène, je le dis souvent, la mise en scène ça coûte pas cher, mais ça coûte pas du pognon, ça coûte de l'effort, de l'investissement personnel. On sait que le tournage a été très physique et très exigeant. C'est un exemple. C'est un film qui est quand même bourré de système D, qui est produit dans une économie relativement modeste à l'échelle d'Hollywood. Et il y a des plans de fou. Il y a un plan séquence malheureusement un peu dévoyé par la bande-annonce, mais qui est d'une efficacité, d'une ingéniosité, d'un ludisme assez spectaculaire. Et ouais, moi je passe un vrai, pur bon moment de spectateur, quoi. C'est vraiment, je m'éclate comme un ado, et j'ai qu'une envie quand je sors de la salle, c'est de repartir pour un tour, quoi. Et donc pour moi, ouais, la copie est pas parfaite, mais franchement, on est sur un bon cru, quoi. Il y a aucun doute là-dessus. Sophie, on parlait des petites scories, peut-être qu'il faut qu'on dise tout de suite, parce que faut pas que les gens croient qu'on est en train de faire de la lèche à Sébastien parce qu'il a été sympa avec nous. Genre, on a quand même des reproches à faire au film, et il le sait par ailleurs, on lui a dit. Il le sait, on lui a dit avant même de l'interviewer, comme ça il n'y a pas de secret ou quoi que ce soit. Par ailleurs, il est un peu d'accord avec nous. En tout cas, sur un point, il y en a un où j'avoue, et c'est ma limite, moi je suis pas particulièrement fan du choix de la photo. C'est-à-dire que c'est une photo extrêmement grise. Je trouve ça bien d'avoir tenter quelque chose qui tranche et de lui donner une identité pure, parce que par exemple c'est ce qu'avait fait Fede Alvarez. Fede Alvarez, il a fait un film rouge. Ouais, vraiment. Genre, c'est rouge, et c'est pas rouge que parce que saturé, monochrome, saturé, quoi. c'est entre c'est vraiment ça va du jaune au rouge, mais il y a pas d'autre couleur, quoi. Et je trouve ça cool parce que c'est vrai que Evil Dead est plutôt dans les bleus, dans les verts. Là, celui-là est dans les gris. Ouais, je parle même pas du Dichronine, il a pas d'identité celui-là. Mais vraiment. Là, il y a quelque chose, et Sébastien, on en a parlé, avait une envie un peu hivernale et froide, là où Evil Dead a plutôt quelque chose de brûlant, mais en fait, c'est pour créer une différence entre le début et la fin, pour faire un contraste. Je comprends l'attention, il n'empêche que je trouve ça un peu trop désaturé au début, mais bon, je peux largement passer outre. Et le deuxième, qui est un reproche un peu plus gros, c'est qu'il y a des flashbacks. C'est ce dont parlait Alexis par ailleurs. C'est ce dont parlait Alexis. Et ça, vous l'entendrez, on en parle un peu quand même dans l'interview. Oui. C'est souvent des volontés de studio quand il y a un élément, là c'est en ce qui concerne le personnage principal, Souhaila Yacoub, qui justement est un personnage qui subit une relation toxique et violente. Moi je l'ai compris globalement dans la scène d'intro, parce que y a des échanges, il y a des regards, il y a des manières de dire je veux pas que tu ailles fumer une clope, il y a des manières de prendre le bras un peu trop de manière un peu virulente. Bien sûr. Pour moi, c'était clair. Et après, il y a le premier flashback où je me dis bon, ok, y avait besoin d'un peu plus d'explications, mais en fait, au bout de plusieurs flashbacks, j'ai vraiment l'impression que les flashbacks pour dire là, les deux du fond, vous avez pas suivi, elle se fait taper dessus. Je suis en mode bah ouais, mais c'est hyper lourd. C'est hyper lourd à l'écriture, mais c'est tellement random dans la narration que je sens que ça a été mis au forceps. Je le sens, tu vois. Il le raconte dans l'interview, pareil. Il le raconte dans l'interview. Ça, je vais pas mentir, c'est un truc qui m'a quand même. Je peux pas l'enlever, quoi. Ça me gêne vraiment d'appuyer sur ça, alors que je trouvais ça hyper subtil, et ça me rendait cette construction dans la scène d'intro qui est hyper efficace, cette relation qu'on comprend en 2 mots. J'étais en mode waouh, ça c'est super, c'est vraiment trop bien. Moi j'ai tout compris, et j'ai pas l'impression d'être non plus la meuf la plus intelligente du monde. Genre pour moi c'était évident qu'il y avait quelque chose à minima qui n'allait pas, et on pouvait tous se faire une interprétation sur ce qui va pas dans leur couple. Mais en fait, bon, donc maintenant on le sait, c'est quelqu'un qui a subi de la violence conjugale, et donc qui va se battre à la fois contre les démons d'Evil Dead, mais aussi contre la forme d'emprise familiale, qui veut défendre son conjoint ou son ex-conjoint. Enfin, vous allez voir, je veux pas trop spoiler non plus. Mais pour contrebalancer ce vrai défaut pour moi qui sont ces flashbacks-là, je trouve que la progression du personnage féminin est très 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 chouette. Pour moi c'est une vraie final girl qui incarne ce que j'aime dans la puissance du féminin dans le cinéma d'horreur. Je trouve qu'elle le joue
extrêmement bien. Elle est à la fois tendue et sportive. Moi, c'est ce que j'aime. C'est quelque chose de très nerveux dans le cinéma d'horreur. Moi, j'ai l'impression qu'elle va leur mettre des pains et genre limite leur faire une prise de kung-fu genre à la Malignant, tellement elle est... Alors qu'elle en prend plein la gueule. Alors qu'elle en prend plein la gueule, mais je sens une vraie corporalité. Et c'est hyper important dans le cinéma d'horreur. Ce qui est d'autant plus rare, pardon, excuse-moi, mais c'est qu'en plus, elle n'est... Et ça, je pense que c'était vraiment le postulat de base, hein, mais elle n'est jamais sexualisée. Ah, jamais. Jamais. C'est-à-dire qu'elle a une tenue où elle est en t-shirt manche longue et jean, tout du long. Mais bien sûr. Et je veux dire, c'est pas un sujet, mais habituellement, il y a des Final Girls. On peut voir ça à Hollywood, c'est des choses qui existent. En fait, soit tu tombes dans la Final Girl un peu sexualisée, soit tu tombes dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une Final Girl qui est complètement prude, habillée en pull jacquard et entourée de copines qui, elles, sont ultra sexualisées, qui vont se faire défoncer les unes à la suite des autres. Quoi. Ou qui sont des mecs dans leur caractérisation. Encore une fois, moi, l'évolution de Ripley de l'épisode 1 à l'épisode 2, pour moi, c'est un problème, par exemple. C'est pour ça que j'aime pas trop Aliens. C'est qu'elle était une femme puissante et elle est devenue un mec dans l'épisode 2. Enfin, elle est vraiment traitée, filmée comme un bonhomme. Et là, en fait, pour moi, on est juste vraiment sur une femme. Et j'aime ça. J'aime qu'on la caractérise dans... c'est à la fois... J'aime bien le côté, genre, c'est une fille à son père aussi. Et puis, on en parle beaucoup de qui fait le papa. Hein. Ça a été dit, c'est la voix d'Alain Chabat. Je trouve ça hyper cool. C'est une scène, mais par contre... J'aime toute la physicalité du personnage qui a été vraiment travaillée, qui a été travaillée par la mise en scène. On n'a pas besoin d'avoir trop de stimuli de gestuelle féminine pour montrer que c'est une meuf dans tout ce que la société lui impose et dans ce que son mec lui a imposé aussi. Et je trouve que vraiment que ce soit dans le choix du cast ou dans la manière dont c'est filmé, je trouve ça parfait. Sous les coupes, il faut le dire aussi, si elle incarne cette physicalité-là, c'est qu'au départ, c'est une gymnaste. Bah oui, mais ça se voit. Elle a fait des gymnastiques à haut niveau, je crois qu'elle a voulu même faire les JO de Londres, etc. Ça se voit. Ça se voit qu'elle a ce truc-là. Moi, j'aimerais mettre un tout petit peu d'eau dans mon vin, parce que quand je suis sorti de la salle, j'étais d'accord avec toi. Et j'ai fait un truc, et je vais me permettre de parler de ma vie privée 2 secondes, chose que je fais très rarement, mais je suis allé à l'avant-première du film au Grand Rex, et Sébastien m'a invité, et j'ai pu ramener quelqu'un, donc j'ai ramené ma conjointe. Et je l'ai jamais dit à ce micro, mais je pense que là c'est l'occasion de le dire. Le boulot de ma conjointe, c'est elle a créé une structure qui permet d'accueillir notamment, mais pas que, mais notamment les femmes victimes de violences conjugales. Et donc j'étais intéressé d'avoir son point de vue à elle de justement comment les violences sont traitées dans le film, ce qu'elle en pense, etc. Et elle était sur le cul. Parce qu'elle me dit, en fait, effectivement, les petites phrases que tu remarquais, la manière qu'il a de choper sa clope, la manière qu'il a d'attraper par le bras et elle qui dit ne me touche pas, etc. Mais même des petites phrases que peuvent avoir la belle famille, des comportements. À plein moment, elle me regarde et me dit putain, mais ça, c'est très juste. Parce qu'il faut savoir que du coup, moi, ma conjointe, elle reçoit régulièrement, tous les jours, quotidiennement, plusieurs femmes qui viennent témoigner, qui ont besoin d'aide. Elle me dit, ça, je l'ai encore entendu la semaine dernière. Ça, tu vois, on n'en parle jamais. J'ai jamais vu un film qui aborde ce sujet-là. C'est exactement le cas. Et il y a un personnage qui est jamais traité dans aucune des critiques qui a été faite du film jusque-là. C'est la belle-mère. La mère, elle a un peu ce truc au cinéma où la figure maternelle qui veut protéger son fils, etc. Ouais, mais elle aussi, elle est victime de violence. Et pas qu'un peu. Et il y a une scène, j'en dirai pas plus, mais vous allez comprendre, où elle se penche près d'une fenêtre, qui est une scène hyper symbolique, mais hyper représentative de la justesse de ce qu'ont fait Florent Bernard et Vanitschek sur ce traitement-là. Et du coup, je lui pose la question à ma conjointe. Je lui dis, mais tu vois, les flashbacks, c'est appuyé quand même. Elle me fait, je suis à peu près persuadé que 90% des gens dans cette salle-là, s'il n'y a pas les flashbacks, ils ne le captent pas. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Je sors et je parle avec 2 personnes que je connais. Ils n'avaient pas capté. Je fais, quand même, le message sur la violence conjugale, je vous jure, 2 personnes que je sais être en plus des personnes de culture, etc., qui m'ont dit, c'est marrant, je l'avais pas vu sous ce prisme-là parce que j'étais tellement pris par la violence du truc que j'ai pas capté le sous-texte. Donc c'est dire à quel point, malgré tout, ces rajouts-là du studio, quand bien même il dénature le propos de base de Flaubert et Vanitschek. Non mais un flashback c'est bon, mais pas autant quoi. Ah ouais, là on rentre dans la problématique des Américains qui ont besoin qu'on leur explique 15 fois le même truc. Non, je pense que c'est autre chose. Comprendre. Je pense qu'on est aussi dans un cercle de gens qui aimons analyser les films et aimons décortiquer. Il y a plein de gens qui se prennent juste le rail en pleine face et qui réfléchissent pas plus que ça. Si t'as pas certains rappels comme ça, peut-être que tu peux passer à côté du message. Et la preuve, j'ai rencontré des gens qui n'avaient même pas capté le message malgré ces flashbacks. Donc c'est pour ça que je me fais un peu le porte-parole de ma conjointe qui j'aurais presque aimé l'inviter aujourd'hui pour qu'elle puisse en parler parce que ça aurait été vraiment intéressant. Elle avait beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est un film qui est bourrin mais extrêmement juste aussi dans sa représentation de la violence conjugale, intrafamiliale, comment la violence se répond. Alors il y a aussi des points où elle me disait ça c'est un peu cliché, etc., mais je veux dire c'est aussi quelque chose d'intéressant. Le
le Alvarez, c'était une manière de se réapproprier la mythologie de Evil Dead, mais dans un contexte où on parlait d'addiction. Oui. Rise essayait de vouloir parler de la famille aussi et ce genre de choses. C'est intéressant de voir que c'est un canevas pas avorter. Je suis d'accord avec toi, mais voilà. C'est intéressant de voir qu'Evil Dead, c'est aussi un canevas où on peut s'amuser avec la mise en scène, essayer de raconter quelque chose de la société quand même, et de mêler les deux. C'est-à-dire que je dis pas que c'est un grand film sur la violence conjugale, mais pas loin en fait. Alors bon, pour l'anecdote, j'en ai du coup parlé à Sébastien qui était hyper content que ma conjointe ait pensé ça. Il m'a dit, tu penses que je devrais le proposer à des associations ? Je lui ai dit non, pas sûr de montrer un film aussi violent à des personnes victimes, mais ça raconte ce truc-là de se dire que c'est un film qui utilise le fond pour la forme par le fond. Enfin, il y a un truc qui fonctionne très bien dans ce mélange des deux. Mais en fait, je pense que c'est toujours... désolé, mais comme vous le verrez, on a une émission plus courte, je pense que oui, c'est bien on est que 3, donc à un moment, vas-y. Je l'ai déjà dit à ce micro, mais moi j'ai été victime de violences conjugales et je pense qu'il y a ce truc de quand tu sais, la première scène te suffit. C'est pour ça que je suis pas contre le fait qu'il y en ait une autre pour dire vous voyez, vous l'avez pas vu. Et c'est justement, il y a plein de fois dans la vraie vie où vous le voyez pas, alors que c'est sous vos yeux. Pour moi, la première scène, elle est limpide. Donc c'est bien qu'après on en montre une que je trouve un peu gros sabot, je la trouve un peu cliché justement sur le rapport à la cuisine et ceci et cela et l'eau et nana, enfin il y a quelque chose genre sur la cicatrice et tout ça, enfin je trouve que c'est un peu gros sabot et c'est ça que je trouve forcé. J'ai rien contre l'idée d'en reparler, c'est la forme du flashback qui me gêne, en mode vous avez pas compris, attention flashback, tu vois. Ouais, mais ça c'est des trucs des studios, tu vois. Ça c'est un truc dessus, mais c'est pour ça. J'aimerais bien qu'on revienne aussi un petit peu sur la mise en scène parce qu'on s'est dit il se fait kiffer, mais concrètement c'est-à-dire qu'il fait quoi? En fait, si tu veux, il y a une différence fondamentale entre des réalisateurs et des cinéastes. Désolé d'avoir cette terminologie qui est un petit peu grossière, mais moi, quand je vois Evil Dead Burn, je vois... non pas simplement quelqu'un qui essaye d'illustrer de la façon la plus fluide et cohérente possible un scénario, mais quelqu'un qui cherche vraiment à travailler l'émotion. Pour moi, c'est là aussi vraiment où le film est très surprenant, pour être tout à fait transparent, compte tenu du fait qu'on le sait, c'est pas facile pour les Français de travailler à Hollywood. Je m'attendais pas à ce que le film soit aussi réussi. J'ai dit aller quand même avec quelques craintes. Je me disais, j'espère que Sébastien s'est pas fait bouffer par la machine hollywoodienne, comme ça a malheureusement été le cas de beaucoup de gens avant lui, et y compris des gens très talentueux et assez combatifs, mais il y a un moment, la machine elle est forte, et si elle te roule dessus, elle te roule dessus, quoi. Et tu vois, il y a une scène dans une voiture, une scène de baston dans une voiture. C'est compliqué les scènes dans les voitures. Où est-ce que tu places la caméra? Parce que ça prend de la place une caméra, quoi. Donc tu peux tourner avec des fausses voitures, tu sais, t'as une voiture qui est coupée en deux et puis tu filmes qu'un seul côté ou ce genre de truc, mais il n'empêche que c'est compliqué. Cette scène-là, en termes de spatialisation, de rythme, de choix de plan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan qui n'a pas été travaillé, pensé pour s'intégrer dans un montage global. Et c'est une scène qui, encore une fois, travaille les émotions. C'est-à-dire que c'est une scène qui vise à être claustro, à te faire sentir vraiment enfermé, prisonnier, t'as besoin de respirer, tu as vraiment l'impression de manquer d'oxygène. Et moi, c'est là, en fait, où la mise en scène du film m'intéresse. C'est que je retrouve, en fait, un geste de cinéma qui est pas loin de ce que peut faire un Carpenter, par exemple. Je suis pas en train de comparer Vanitschek et Carpenter, déjà parce que la comparaison est quand même un peu lourde à porter, et ensuite parce qu'il en est au début de sa carrière. Carpenter, il a fait des tonnes et des tonnes de films. Dont des merdes. Dont quelques merdes à la fin de sa carrière. Mais il y a ce truc de aller chercher une idée qui va induire une émotion chez le spectateur. Avant même de réfléchir en termes de sous-texte, de signification, d'interprétation, de symbolisme, c'est penser à l'idée qui va être la plus forte émotionnellement. C'est le visage de Michael Myers qui apparaît progressivement dans le noir quand le personnage de Laurie Strode dans Halloween pense être enfin tiré d'affaire et elle commence à respirer un peu et là t'as le visage de Michael Myers qui apparaît derrière, tu vois. Cette idée-là, c'est pas le plan le plus impressionnant de tous les temps dans l'absolu, mais dans ce contexte, à cet instant T, c'est l'effet de mise en scène le plus terrifiant possible. Et je retrouve ça, moi, dans Evil Dead Burn, sous un angle plus bourrin, plus frontal, plus baroque aussi, parce que c'est quand même, au bout d'un moment, ça finit par péter dans tous les sens. Et je sais que le climax va diviser les gens. Moi, je l'aime beaucoup. Il est beaucoup plus orienté effets spéciaux numériques, grand spectacle, pyrotechnie. Mais moi, je trouve qu'il y a des images dans ce segment-là qui sont vraiment
des images infernales baroques qui me plaisent à donf, quoi, qui me régalent. Et ouais, moi, c'est vraiment là-dessus en fait que je le retrouve, parce qu'il y avait déjà un peu ça dans Vermine. Dans Vermine, t'avais des plans très chorégraphiés, très longs, avec plein de mouvements, des changements de décor, des changements d'espace, qui étaient incroyablement bien gérés et incroyablement tendus, et je retrouve le même degré d'exigence dans Evil Dead Burn. En le revoyant, tu vois, il y a un truc dans la scène d'intro avec le bateau, où vraiment je regardais ça en me disant, mais attends, mais là, en termes de montage clipesque, il y a eu 20 plans en 3 secondes. Je me dis, mais il a dû se casser le cul pour filmer cette image-là, sous l'eau, avec le machin, pour 0,3 secondes d'utilisation de l'image. Mais ça, c'est un truc qui me plaît. Il y a un autre truc... moi, j'allais dire que c'est rigolo. Moi, cette scène d'intro me rappelle pas mal la scène d'intro de Piranha 3D d'Alexandre Aja, qui est un autre Français qui est parti à Hollywood. Parce que j'aime bien, c'est un truc qui se perd de plus en plus, la scène d'intro dans le film d'horreur, où vraiment c'est deux personnages qui n'ont rien à voir, ou 3 personnages qui n'ont rien à voir, boum. Et j'aime bien parce que c'est le vieux sur la barque dans Piranha 3D, qui est un super film. Si vous l'avez pas vu, c'est super. Non, c'est super. Puis il fait mal, hein, pour le coup, mais l'intro pareil. de celle-là. Ouais. Mais il y a un autre truc, Sophie, Vas-y. sur lequel je voulais te relancer, c'est que moi, il y a un truc aussi que je perdais un peu dans les films d'horreur récents, et qui pour moi fait l'essence, et notamment des Evil Dead, mais pas que, c'est les films d'horreur qui te créent des nouvelles phobies. Tu sais, un peu comme les films Destination Finale ou autre. Là, c'est un film, quand je le regarde, je sais que je regarderai plus jamais le cale-tête dans ma voiture, pareil, ou je sais que quand je vais m'approcher d'un lave-vaisselle ouvert, je vais avoir un peu plus peur. Et j'aime bien cette volonté de la part de Flaubert et de Sébastien d'être réussi à aller chercher dans l'horreur domestique, le petit objet qui peut faire mal à certains endroits. Ce qui est quelque chose qui est important dans le cinéma d'horreur et qu'on perdait un peu. Alors, ce qui est un truc qui vient en réalité, la peur de l'accident domestique, il n'y a aucune saga qui le fait plus que Destination Finale. C'est lui, évidemment. C'est la saga qui a misé là-dessus. C'est-à-dire sur l'accident, ils le font encore. Le week-end dernier, j'ai revu le 6 parce que j'ai très envie. Écoute, chacun ses week-ends. Mais justement, ce qui me permet de rebondir, en effet, c'est super, des films qui créent des mythologies, mais qui aussi créent des nouvelles peurs très tangibles, ou qui jouent sur des utilisations de peurs d'autres films, notamment les coupures de membres, les petites coupures, la douleur très physique. En fait, il y a plein de choses pour faire mal ou pour faire peur. En fait, là, le film aussi bien entre la peur et la douleur. En fait, ça me permet bien de faire une transition sur... Il y a eu plein de remakes dans le cinéma d'horreur. Il y a eu des tonnes et des tonnes et des tétrachés de remakes. Il est vrai qu'on parle encore aujourd'hui, alors que le film commence à dater, 2013, du Fede Alvarez, comme un très bon remake. On en parlait beaucoup, donc c'était pas facile de passer après. Pourquoi c'était un très bon remake, celui du Fede Alvarez ? Parce que, contrairement à tous les remakes qu'on voit généralement, que ce soit Freddy, The Craft, Halloween, etc., généralement, c'est des films qui ne jouent que sur la nostalgie, qui vont globalement rien réinventer, qui vont coller un cahier des charges imposé par un studio pour juste faire vendre des billets, mais il y a très peu d'intention d'auteur. Oh, le Halloween, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Le Halloween de Rob Zombie, tu peux pas dire qu'il sort que sur nostalgie. Non, là, les derniers. Ah oui, d'accord. Oui, les derniers de Gordon Green. Oui, Gordon Green, non. En vrai, ils sont censés avoir une intention. J'attends encore qu'on m'explique précisément ce qu'ils racontent, mais ils sont censés en avoir une. Non, mais ils sont censés, mais il y en a pas. Soyons honnêtes, 2 secondes. Mais je veux dire, ils jouent que sur la nostalgie. Bien sûr. C'est le but. Comme les Scream récents, comme les Scream récents, comme beaucoup. Et c'est pour ça qu'en 2013, quand il y a le Fede Alvarez, on fait OK, il a pas juste fait un remake. Il s'est rebasé sur une mythologie et il a créé un nouveau film, un nouvel univers. Et donc, en fait, ce qui était très intéressant en termes d'attente, que ce soit sur le Lee Cronin ou sur celui de Sébastien Vanitschek, c'est est-ce qu'on part sur une nouvelle suite ? Est-ce qu'on repart sur un univers étendu qui ressemble au Fede Alvarez, ou est-ce que chacun va être un peu comme une anthologie, ou etc. Et en fait, là où pour moi le Lee Cronin a complètement raté, c'est parce que finalement, pour moi, il ne joue que sur les effets de mythologie, notamment avec le Necronomicon, avec certains éléments purement narratifs, en mode regarde, c'est pas parce qu'on n'est pas dans un immeuble que c'est pas un Evil Dead. Je déteste ce film. Et là, en fait, ce qui est super intéressant, ce qui est super réussi avec celui de Sébastien Vanitschek, c'est que c'est avant tout un film d'auteur, vraiment avec une intention, avec une patte, avec un respect de sa propre mise en scène, sans complètement coller à juste un cahier des charges en mode alors là tu nous mets le livre, là tu nous mets la forêt, là tu nous mets le premier monstre. On sent qu'il y a vraiment une intention, une réflexion scénaristique super autonome, et ça il le dit vraiment, ils ont eu vraiment carte blanche, et ça c'est super intéressant parce que ça se là sent. où ça se ressent, je trouve, c'est notamment la scène où le personnage de Soula Yacoub, Alice, trouve le Necronomicon et commence à dire le sort. J'en dis pas plus, mais ça typiquement ça représente ce que tu viens de dire. Mais c'est ça, et notamment moi je trouve qu'ils ont hyper
hyper bien réussi à jouer avec le fanservice. C'est là que je voulais en venir. Je sais que c'était hyper long et vous savez que le cinéma d'horreur et les rip-off, etc., c'est vraiment un truc qui me passionne. Mais là, il y a des moments où moi-même, qui suis fan de fanservice bien fait, attention, hein, bien fait, là, il y a eu des moments où j'étais en mode « Ah, là, il y a tel élément. » Et je suis... Est-ce qu'il va le prendre ? Est-ce qu'il va pas le prendre ? Est-ce que s'il le prend, ça va me satisfaire ou est-ce qu'au contraire, ça va être du fanservice ? Et je trouve que ce rapport avec la saga originale et avec celui de Fede Alvarez, c'est super bien balancé. Vraiment, il y a des moments où j'étais en mode « Ah là, je sens l'hommage » où je sens la référence. Et en même temps, le film pourrait se tenir pour ceux qui n'ont jamais vu un Evil Dead. Et c'est là un film très réussi. Encore une fois, quelqu'un qui voit le Fede Alvarez sans avoir vu ceux de Sam Raimi, ça marche. Ça marche complètement. Et là, c'est pareil. Parce qu'au pire, si tu sais pas que c'est le Necronomicon, ça reste un film où t'as une lecture des possessions, le mal. Enfin, je veux dire, ça se tient, quoi. Il n'y a pas de... Non, tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment chambé. Écoutez, on a été un peu long sur le film, même si on n'était que 3. On est globalement... Est-ce qu'on s'autorise à 3 de se faire un petit home run quand même? Allez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et tu pourras reprendre... Non, j'allais dire, est-ce que tu pourras reprendre l'accent de Simon? Ah bah non, pour une fois qu'il est pas là, gars, on va s'en passer. Sans accent. Home run. Voilà, j'en avais pas d'autres. C'est très bien. Evil Dead Burn de Sébastien Vanitschek, coécrit avec Florent Bernard, avec notamment Souley Yacoub, Hunter Douhan et Lucien Buchanan. On l'a pas dit, ça joue globalement très bien. Moi, le père me terrifie. Le père me terrifie. Le chauve là, il me terrifie. Ouais. Il a une gueule de série B des années 80, lui. Il est bien badant. Bien casté, lui. Vous pouvez retrouver notre entretien avec Sébastien Vanitschek et Souley Yacoub dès maintenant et la semaine prochaine. Un long entretien avec le réalisateur sur toute la jeunesse du projet. Et puis ensuite, vous pourrez aller le voir, nous dire ce que vous en avez pensé, nous dire si vous êtes d'accord ou non. Et puis aussi nous dire si vous êtes plutôt boire de la cire ou avoir les chicots dans la tondeuse à gazon. Le premier. Ouais, tant qu'à faire, ouais. D'ailleurs, j'ai une blague. Allez. En parlant de Chico, vas-y. Quel est le comble pour un dentiste? Quel est le comble pour un dentiste? J'ai pris les conseils de Nico, je suis allé sur mon.com. Non, ça c'est Christian. J'ai pensé au plombage, mais je me suis gouré de C'était pas mal, mais c'est... Non. C'est de rentrer chez lui et de trouver sa femme dans un lit avec un mal dedans. Un autre mal. Un mal dedans. Ouf. Waouh. Oh, waouh. Et Nico nous manque. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Amira travaille dans un grand hôpital de Chicago. Un message d'anniversaire fait vibrer son téléphone et le passé refait surface. Oula, pourquoi tu deviens dark là? Qu'est-ce qui se passe? Le soir de ses 40 ans, une bombe pulvérise son appartement à Alep. Amira n'a alors qu'un réflexe, saisir sa fille et fuir. Sur le chemin de l'exil, elle découvre que l'espoir a parfois le visage d'un inconnu, la force d'un geste simple et le pouvoir immense de changer une vie. Mais jusqu'où iriez-vous pour sauver ceux que vous aimez? Pas mal ce pitch halluciné, non? Allez. Ça raconte pas vraiment le film, hein? After tonight, we get out of here for good. Anyone ready to start their new life? Le passage de Brent Anderson avec Yasmine Al-Masri, Yahi Mayani et Omar Sy qui est présent partout dans les images, les posters, alors qu'il a vraiment un petit rôle. Enfin, c'est un film choral, donc c'est difficile de réduire, mais disons que c'est pas un des plus gros rôles. Sophie, je suis désolé, je te relance en premier, mais... non, tu sais quoi? Voilà, angle d'attaque. Ce film a eu le grand prix du public au Festival de Deauville. Qui est donc un festival où on sait qui sont la population de Deauville, c'est bourgeois, etc. Est-ce que c'est étonnant qu'un public comme celui de Deauville puisse récompenser un film comme celui-ci ou pas? Spoiler, moi je pense pas. C'est une bonne question. Mais déjà, c'est un film de Deauville qui sort en salle. Ça change un peu d'habitude. C'est surtout c'est un film américain, mais qui est pas du tout américain. Entre parenthèses, c'est encore un autre sujet. Ouais. Non, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire dans ma relance? C'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté. Je me permets de prendre le relais si tu veux. Non, t'inquiète, je peux y aller. En fait, c'est un film qui vient. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est un film dont on ne peut pas être contre le message. Exactement. C'est un film qui te regarde droit dans les yeux et qui dit de toute manière, si tu n'aimes pas mon message, t'es un monstre. Parce que ça vient toucher à quelque chose qui est réel, qui est tangible, qui est le sort des personnes qui tentent de migrer vers un autre pays pour fuir la guerre, fuir la misère, fuir une errance politique, un danger inhérent à leurs conditions juste d'humain en fait. Est-ce que c'est pour X ou Y raison, ils doivent fuir leur pays en guerre. Là en l'occurrence c'est la Syrie, mais voilà. Donc en fait on ne peut pas se dire oh là là ce film franchement il va un peu fort. En fait c'est un film où on ne peut être que d'accord sur
sur le fond. Mais j'ai des choses à dire sur la forme. Non mais je vais pas me prendre le relais parce que oui, c'est ce genre de film un peu prise d'otage qui te dit regarde la misère droit dans les yeux et regarde comme c'est dur et regarde comme c'est dur la vie. Sauf que c'est un film qui est récompensé à Deauville par des petits bourgeois qui vont pas changer leur paradigme politique, sociaux et qui vont pas changer leur manière de voir le monde pour autant. C'est-à-dire que c'est le film qui rentre exactement dans la case du film choc qui va vous faire revoir en cause plein de choses, mais qui, en réalité, quand on est intéressé sur le sujet, est des choses qu'on a déjà vues à plein d'endroits, et notamment dans des documentaires, et les documentaires sont toujours beaucoup plus forts que la fiction quand vous nous racontez le parcours d'une réfugiée, parce que, pour la faire courte, c'est un film choral sur une femme qui fuit avec sa fille, et qui va être confrontée à le flic qui va l'empêcher de passer la frontière ou pas, le passeur, un mec qui va l'aider justement d'accéder au bateau, et en fait, ça se veut être choral. Entre parenthèses, moi je trouve que sur le fond c'est très maladroit parce que ça met sur un même pied d'égal la personne victime de la guerre et le mec qui se fait de la thune sur le dos des réfugiés, qui les traite comme de la merde, mais terrible, qui, attention, est un papa attentionné et qui essaye de bien faire les choses. Mais qui lui aussi a envie de fuir la misère. Et en fait, je trouve que le film, en ne prenant pas de parti pris sur tel personnage, en fait, lui c'est un peu plus un méchant qu'un autre, etc. Mais en les traitant à pied d'égalité en permanence, fait des contre son camp en fait de fou. Et je suis désolé, mais on est obligé de parler un peu du film choral. Ça se veut être un peu sur cette structure-là, mais n'est pas Paul Thomas Anderson qui veut. Là, il y a un vrai sujet, Sophie, au-delà de ça. C'est que même sur le traitement des différents personnages, par exemple, ce segment sur le poète, il sert à rien. Non. Il sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de fond sur ce film qui... Attention, je ne veux pas lui prêter les mauvaises intentions à ce réal. C'est un premier long, on sent qu'il y a de l'ambition, il y a du budget par ailleurs. Hein, je veux dire, c'est en termes de décor, en termes de caméra, en termes d'image, c'est vraiment... c'est pas cheap du tout. Moi, j'ai un vrai problème de fond, en fait. Sous couvert de nous faire un film qui nous parle de cette crise mondiale des réfugiés politiques qui sont obligés de passer par des bateaux illégaux pour passer les frontières, etc., on nous met une couche de pathos, et puis après, il y a le segment sur le capitaine. C'est rigolo dans notre groupe après avoir vu le film, j'ai marqué sur votre ghetto à la misère, vous reprendriez bien un peu de Chantilly misérabiliste. En fait, et c'était avant que c'est parce que tu t'avais fait une pause au moment du capitaine et je t'ai dit t'as vu le segment sur le capitaine? Non, t'as pas vu le segment sur le capitaine. Vois le segment sur le capitaine. Ouais. Là c'est chaud. Donc y a quelque chose qui est terrible, c'est que c'est un film globalement quasi publicitaire, et attendons, je vais dire de spot publicitaire. C'est-à-dire que quand on veut sensibiliser sur un sujet, vous l'avez bien vu, hein, notamment les années précédentes, par exemple pour la SPA ou quoi que ce soit, sur les spots de prévention, par exemple, pour ne pas laisser ces animaux sur le bord de la route pendant l'été, on nous fait un spot choc. C'est-à-dire qu'on va voir un petit chien triste sur le bord de la route et tu ne peux pas rester insensible. Toute personne qui a un petit cœur, le petit chien sur le bord de la route, c'est brise-cœur. Quand on veut faire un spot, et il y en avait des très bien, notamment sur en rapport avec l'inceste. Il y a eu quelques campagnes de pub demandées par le gouvernement sur ce sera notre petit secret, etc. C'est choc, parce que ça dure 15 secondes ou 20 secondes, il faut vite attirer l'attention. En fait, là, ce film, pour moi, est composé de spots publicitaires pour dire, attention, ce qui se passe actuellement, c'est très grave. Et je suis d'accord. Hein. C'est pour ça que je disais qu'on est tous d'accord. Le truc, c'est que quand on fait un film d'une certaine durée, on peut pas se contenter de faire une succession d'images très fortes dignes de spots publicitaires préventifs ou informatifs. Je vais donner un exemple. En fait, plusieurs. Tu le disais, c'est dans le synopsis. Quand cette femme médecin qui devient tout de suite quasi criminelle de guerre parce que, vue par les militaires de son pays, parce qu'elle soigne tous les humains de la même manière, qu'ils soient... Même les ennemis. Voilà, même les ennemis, parce qu'on est tous humains et qu'en fait... il y a son père qui va dire « Ah, viens ma petite fille, je vais te raconter comment ta maman, je l'ai aimée dès le premier jour que je l'ai eue dans les bras. » Et puis la fille, elle va voir sa maman pour allumer la bougie de son gâteau d'anniversaire et bam, missile. Est-ce qu'on était obligé que le missile, ce soit le jour d'anniversaire après le discours sur le père, sur à quel point cette femme est formidable ? Non. Il y a une surcouche de drame tout le temps. Et entre parenthèses, la mise en scène, pour le coup, sur cette scène-là, est un peu aux fraises parce que je te l'ai fait en 3 secondes et demie, Alexis. Elle sort de la cuisine, elle regarde sa famille. Il y a un arrêt de 3 secondes. Tu dis, mais cet arrêt est un peu bizarre. Pourquoi, tiens, s'arrête-t-elle donc pour que tout le monde explose sauf elle? C'est-à-dire que c'est à ce point-là prévisible et peu subtil. Et en fait, je peux le faire comme ça sur pas mal de moments. Il y a un moment assez clé et charnière où il y a cette famille avec des enfants qui doivent partir rejoindre un bateau
bateau, donc une embarcation qui est vendue par Omar Sy parce que c'est un passeur. Et donc on a vu le segment où les gens arrivent sur le bateau, on sait qu'ils arrivent en retard, mais on ne sait pas pourquoi. Et là, on a un bond en arrière dans le temps. Et on voit donc une petite fille syrienne de 8 ans ou de 7 ans qui tient un chiot dans les bras en disant à son père: mais papa, je l'aime tellement, on peut pas le laisser derrière nous. En fait, je trouve que déjà, filmer une famille qui a fui, qui a tout laissé derrière eux, qui va embarquer sur une embarcation dangereuse dans une Méditerranée potentiellement déchaînée, qui est là en plus pour titiller le spectateur sur des images vraies, parce qu'en fait, pour faire des ponts avec la réalité, à savoir les gamins qu'on a retrouvés, notamment un gamin qu'on avait retrouvé le visage face terre sur une plage italienne, qui est une image qui avait littéralement bouleversé normalement le monde entier. Est-ce qu'on était vraiment obligé de lui rajouter un chiot dans les bras ? Je ne suis pas sûre. Mais tu vois, en fait, je trouve qu'on rejoint un petit peu la discussion qu'on avait sur Evil Dead Burn, où en fait, ce que je disais, c'est que les flashbacks, nous, on est habitués à voir des films, donc il y a des choses où on comprend un peu la sensibilité des cinéastes et ce qu'ils veulent nous dire, et les flashbacks, ça nous semble grossier, mais pour plein de gens, ça ne l'est pas. Là, pour moi, c'est presque à un endroit où ce sera trop pour littéralement tout le monde. Alors, je dis ça alors qu'il a eu le prix du public à Deauville, donc vraisemblablement pas. Mais il y a mais peut-être rien d'autre en face. Hein. Non, je sais pas, mais il y a un peu ce côté où justement, là, il y a vraiment ce truc de je veux leur en mettre plein. Parce que, en fait, là où moi j'ai un problème, c'est que typiquement, quand un film comme celui-ci est présenté à Deauville, t'as vraiment cette idée de est-ce que les gens qui vont voir ce film sont au courant de tout ce qui se passe, voient des documentaires, ont vu des témoignages, ont vu des images. Peut-être pas. Auquel cas, ce genre de film, parfois, peut avoir son importance et peut avoir son impact. Mais quand on est un petit peu sensible au sujet, c'est juste pas possible en fait. Bah c'est ça. Donc je trouve que c'est un film sans aller jusqu'à mettre des buts contre son camp, même si je suis d'accord avec toi Arthur. Hein. Je veux dire, le truc c'est qu'il veut tellement sensibiliser, il veut tellement en faire qu'il en devient indigeste. Il y a un segment que je trouve intéressant, c'est celui sur le flic. Oui. Le deuxième. Oui, il est pas inintéressant, mais fondamentalement, il y a aucune histoire. Celui sur le passeur, il est grossier. Sur le poète, il sert pas à grand chose. Celui sur le capitaine, il est surappuyé en permanence. Je trouve que le flic a un vrai dilemme interne qui est pas assez questionné, mais qui permet vraiment de se poser la question de quand on commence à accéder à des strates de pouvoir, à quel point on met C'est un militaire plus qu'un flic. Oui, c'est un militaire, t'as raison. Mais tu vois, cette question de à partir de quand je mets mes opinions de côté ou pas. Oui, mais même là, en fait, fondamentalement, il n'y a aucun segment, aucun point de vue qui est inintéressant sur le sujet du passage d'un pays à un autre et de la fuite de la guerre, hein, que ce soit une femme médecin, un militaire, même le capitaine, que je trouve un segment dégueulasse, parce que ça devient au final un truc de white savior alors que globalement c'était pas le but, parce qu'il en faut, et ces personnes-là sont des héros, hein, on va pas se mentir, hein, littéralement c'est la manière dont ils sont filmés, mise en scène et écrits, en fait. C'est exactement ça. Techniquement il n'y a pas de segment qui est inintéressant, il n'y a que du mauvais traitement. Et ben ça donne envie, Alexis, non? Non. Le passage de Brandon Anderson avec Yasmine Al-Masri, Yahya Mayani, Omar Sy, on peut quand même reconnaître un truc, Sophie, c'est que ça joue globalement bien. Oui. Voilà, allez le voir en salle si vous avez envie de fuir la chaleur de la canicule et que vous aimez pas les films d'horreur, peut-être. Il y a des gens. Je sais pas si je vous le recommande par ailleurs, mais en tout cas, allez-y, dites-nous ce que vous avez pensé, et puis dites-nous si vous êtes plutôt quitter un pays en guerre, quitte à subir le pire du sort de l'humanité, ou quitter la France si la gauche elle passe, parce qu'après il y aura trop d'impôts. On va faire court aujourd'hui parce qu'il avait fait chaud, c'est presque les vacances, et vas-y justement, petite vacances de cerveau avec 3 vite fait mal fait. Écoutez, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Sophie, parle-nous brièvement du Vaiana live action réalisé par Thomas Cale avec Dwayne Johnson et des cheveux. Ah purée, du coup je le fais Ah oui, t'es la seule. Ah oui, non mais c'est bon, hein. Non mais on a enregistré plutôt que prévu, j'ai dû écrire le conducteur, on vous a sinon, dit, franchement sinon j'y serais allé, mais vraiment flemme. Ah purée, alors en vrai, on a le temps, on est que 3, donc ouais, mais je vais pas être très très longue parce que je vois pas l'intérêt du film, mais je ne vois aucun intérêt à ce long métrage qui est en plus que j'ai dû voir en VF, et en plus je me suis dit, vous savez quoi, la VF est pas si mal. Vraiment, Prom Dog, la VF est pas si mal, il y a un bon travail, on a de très bons doubleurs, donc je vous recommande ça au moins pour ça. Si vous avez des enfants et que vous êtes obligés, sachez que la VF est plutôt cool. Je ne vois pas l'intérêt parce que c'est encore une fois un film globalement
plan par plan, avec... Par rapport au dessin animé. Par rapport au dessin Oui, animé. C'est un copier-coller. Parce que par exemple, on avait fait tout un scandale sur Blanche-Neige, mais au moins Blanche-Neige, il y avait un parti pris, il y avait des vrais changements. Ça voulait pas dire que c'était réussi, mais au moins il y avait une forme d'originalité. Là, c'est du plan par plan. Donc moi, du coup, je m'en fous. Et il faut savoir que Vaiana... moi je trouve que c'est un très bon film d'aventure. C'est un film d'aventure, mais contrairement à beaucoup de gens, je trouve pas que c'est le chef-d'œuvre de ces dernières années. Moi je le sauve beaucoup parce que j'adore la musique de Lin-Manuel Miranda. Je trouve qu'il y a de très très bonnes chansons dans Vaiana, mais c'est surtout un chouette film d'aventure. C'est plutôt rigolo. Le personnage de Maui, c'est un personnage cool. J'aime bien les traditions, j'aime bien la corporalité des personnages dans le dessin animé. Ici, c'est un peu plus compliqué parce que comme c'est un film qui se passe beaucoup sur l'eau, en fait, c'est un film très très numérique, mais vraiment très numérique, beaucoup tourné en studio. Et là où c'est un dessin animé qui m'avait vraiment fait ressentir genre la nature et la tradition, pour moi, c'était un peu le Mulan sur la mer. Il y avait un truc de personnage féminin badass qui va faire son aventure pour devenir plus forte et devenir reine de Chine. Enfin non, c'est pas du tout ça, mais vous voyez l'idée. Et là, en fait, c'est très très mal éclairé. Les acteurs sont pas mauvais, mais ils sont pas bons non plus. Dwayne Johnson, il vient là pour cachetonner, et je le trouvais bien mieux dans Jungle Cruise que ici, parce que là, les cheveux et les blagues sur ses cheveux, ça marche pas. Je suis désolée, les perruques sont très laides, que ce soit lui ou elle. Les perruques ne fonctionnent pas, et du coup, moi, je vois juste un film sur fond vert la grande majorité du temps, avec très peu de paysages, alors que c'est fucking censé se passer à Hawaï. Donc moi, il y a un moment où il y a des paysages magnifiques qui sont pas capables de filmer. Ça fonctionne pas. Du coup, ça devient chiant. C'est du plan par plan, et c'est même pas si joli que ça. Genre, en fait, ce que j'attends à minima, c'est quand même fou de faire un film où ça se passe dans des îles paradisiaques et même pas réussir à rendre ça beau, quoi. En fait, c'est ça. Par exemple, je peux pas m'empêcher de le comparer à Dragon, parce que par exemple, Dragon est splendide visuellement. Le remake que j'avais détesté parce que c'est du plan par plan. Mais je dois bien reconnaître que les dragons sont fascinants de beauté. Ils étaient impressionnants en termes de texture. Je me disais, ok, ça m'intéresse pas parce qu'il y a déjà un film avant qui est bien plus sympathique et innovant. Mais à minima, je dois bien reconnaître que je suis très impressionnée par la texture des dragons. Et donc, j'y retrouve au moins un peu de plaisir. Là, puis, Dragon a été tourné en Irlande. Bien sûr. Je veux dire, tout n'est pas fait en décor naturel, mais on ressentait quand même les décors dans le Dragon. Bien sûr. Là, en fait, c'est pas le plus beau Disney live action, c'est pas le plus intéressant, c'est pas celui qui prend le plus de risques, c'est pas l'adaptation de l'histoire la plus importante non plus, et surtout, bordel, éclairez vos plateaux, quoi. Genre, je suis désolée, mais moi, sentir que la lumière qui éclaire la perruque de Dwayne Johnson vient pas du même côté que le soleil, je suis désolée, c'est un problème. Je vous fais... on en fait plus assez la promo, moi, je trouve, mais je vous permets je le place là parce que ça me prend beaucoup de temps et je suis pas seul. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, je vous conseille de le faire. C'est retrouve très facilement sur le site de... Le lien est dans la description. Le lien est dans la description, rejoignez-nous. Sachant que si vous vous abonnez sur la newsletter, vous pouvez également lire les articles précédents, des mails précédents. Et il se trouve que la semaine dernière, au moment où je vous parle, Alexis a écrit un article justement sur pourquoi les films sont moches. Et spoiler, ça vient beaucoup de cette question de lumière. Ouais. Non, mais il y a un moment, il faut aussi questionner Sophie aussi, et après on arrêtera là-dessus. Mais comme tu l'as dit, les live action, s'ils ont un vrai postulat et qu'ils ont un vrai point de vue, genre Peter Elliot le dragon, c'est intéressant. Mais il y a des films en fait qui méritent d'être restés en animation. Le Stitch, on le disait déjà à l'époque, ça ne sert à rien de faire un Stitch en live action. Et là, je suis désolé, on me dira ce qu'on veut, mais de ce que j'ai vu du film, le coq de Vaiana, ça a l'air terrible. Ah, mais c'est horrible parce que lui, il est vraiment. Il a le style du dessin animé, lui, mais en 3D, c'est ça, non ? Ouais, mais en texture hyper réaliste, donc c'est vraiment chum. Il faut savoir que le réalisateur Thomas Cale, en réalité, il n'a pas vraiment fait beaucoup de films de cinéma. Il est surtout connu pour être le capteur du live de la pièce de Broadway de Hamilton. C'est un capteur de lumière on stage. C'est pas un réalisateur de film techniquement. Donc moi, je suis un peu fatiguée, quoi. Et c'est le mari de Michelle Williams, sachez-le.
Ah non, c'est l'ex-mari de Michelle Williams. Ah, pas de non, bol. c'est son mari, pardon. Excusez-moi, je découvre les infos. Que de twists. Bon, allez, on va parler d'un vrai film. Alexis, parle-nous de Kill Bill, The Whole Bloody Affair de Quentin Tarantino. Déjà, explique-nous ce que c'est. Ah oui, parce qu'il faut faire un point là-dessus, parce que la promotion du film en France est un petit peu approximative, sans vouloir taper sur le distributeur, mais du coup, il faut refaire un petit point. En 2004, Tarantino passe à Cannes en hors compétition avec Kill Bill, qui est présenté comme un seul film d'un bloc de 4h30 avec 10-15 minutes d'entracte. Le film est bien accueilli par la presse et par les festivaliers, sauf qu'à la sortie du festival, son producteur de l'époque, Harvey Weinstein, lui dit « Écoute, c'est super, les retours de ton film sont vraiment top, le film est cool, mais évidemment d'un point de vue économique, c'est absolument inexploitable parce que c'est beaucoup trop long. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu gardes l'idée d'un seul film et va falloir couper un gros paquet de trucs, soit tu le scindes en 2 à l'emplacement de l'entracte et on le sort en 2 volumes. Option que Tarantino a privilégiée pour ne rien avoir à supprimer de ses films. Et ce qui est logique par ailleurs, parce que ça film de 4h30 en termes de salle et de rentabilité, c'est chaud. Mais en fait, elle a très vite existé aux États-Unis, cette version de Whole Bloody Affair. Moi, je sais que quand j'étais adolescent et que je téléchargeais pas mal de films illégalement, désolé, je sais que sur les plateformes de téléchargement, il arrivait de tomber sur la version de Whole Bloody Affair, qui était une espèce de copie pirate américaine qui circulait sur les plateformes. Donc, elle sort maintenant en salle. Quelles sont les différences ? En vrai, il y en a assez peu. Dites-vous que c'est Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2 mis bout à bout, avec 2 variations qui sont notables dans le premier volet. La première, c'est que la fameuse scène d'animation réalisée au Japon, qui revient sur le background du personnage de Oren Ishii, joué par Lucy Liu, est plus longue, parce qu'il y a, en gros, à l'origine, la vengeance de Oren Ishii dans ce segment était en 2 parties. D'abord, elle se vengeait du leader Yakuza qui avait massacré sa famille, et ensuite, elle se vengeait de son bras droit dans une scène de combat dans un ascenseur. La scène de combat a été retirée de Kill Bill volume 1, elle est réintégrée, enfin, en tout cas, elle est intégrée dans Kill Bill The Whole Bloody Affair. Moi, je la trouve cool, la scène. Après, le problème, c'est que du coup, déjà qu'elle est longue de base, là, elle est vraiment très longue et je trouve qu'elle a tendance à plomber le rythme du récit un peu trop. Est-ce que c'est le même style d'animation que dans la version Oui, c'est la même chose, c'est le même style, mais encore une fois, c'est la scène de 2004. C'est pas une nouvelle scène rajoutée pour l'occasion, c'est juste que comme le public français n'a jamais vu The Whole Bloody Affair en salle ou même en support physique, de fait, il a jamais vu ce segment-là, mais il existe depuis longtemps. Et la deuxième modification, c'est que la fameuse scène de combat contre les Crazy 88, dans Kill Bill Volume 1, elle est en noir et blanc, dans The Whole Bloody Affair, elle est en couleur. Donc elle est de fait beaucoup plus gore. C'est les 2 gros changements. Globalement, oui. Et puis après, il y a quand même l'idée de voir le film pour ce qu'il était à la base dans l'esprit de Tarantino, à savoir une espèce d'opus maxima de 4h35. Et qu'est-ce que moi j'en ai pensé ? Je préfère largement la version en 2 volumes. Et pour une raison toute bête, c'est que moi j'aime beaucoup le diptyque Kill Bill, et de manière générale j'aime beaucoup le cinéma de Tarantino. J'aime à peu près autant son cinéma que je le déteste lui personnellement. C'est donc dire. Voilà, c'est dire. Mais et je suis obligé de reconnaître que quand tu mets les 2 films bout à bout et que tu marques pas une vraie scission entre les 2 films, il y a un truc qui ne fonctionne pas très bien, c'est que tu ne vis pas aussi intensément le changement de style et de ton entre le volume 1 et le volume 2. C'est-à-dire que moi d'habitude quand je me fais les 2 Kill Bill coup sur coup, par exemple je me fais ça un week-end, le samedi soir je me mate Kill Bill volume 1, le dimanche soir Kill Bill volume 2, parce que comme c'est 2 films distincts, je les enchaîne pas nécessairement coup sur coup, et du coup t'as le temps de rentrer dans l'atmosphère du premier, son côté très arts martiaux, série B hongkongaise des années 70, avec son côté forcément un petit peu cheesy, un peu ringard, mais délicieusement ringard. Et ensuite, Kill Bill Volume 2, t'es dans un truc quand même plus dramatique, plus émotionnel, avec les incursions vers le western. Et en fait, les 2 films dialoguent vachement bien quand tu mets un temps entre les 2. Mais d'enchaîner les 2 blocs, déjà en termes de rythme, faut quand même pas négliger le fait que ce sont parmi les films les plus bavards que Tarantino ait fait. Ça parle quand même beaucoup, les 2 Kill Bill. En 4h35, il y a un moment où t'es un peu en surplus de dialogue. Et surtout, les choix que Tarantino a fait au moment où il a scindé le film en 2 parties sont finalement plutôt des bons choix, et ça nous rappelle que parfois les contraintes sont nécessaires. Tu vois, de passer la scène de combat de la couleur au noir et blanc, c'est clairement pour des questions de censure parce que la scène est méga violente, mais du coup le noir et blanc donne à la scène une singularité, un cachet très particulier, et du coup avec cette version-là, tu gagnes en plaisir gore, mais tu perds en mise en scène et tu perds en singularité encore une fois. Et puis cette scène d'animation, elle est très stylée à regarder, c'est un court-métrage indépendant en quelque sorte, mais je trouve que dans sa version
totale, elle embourbe un peu le film, et je préfère largement la version un peu plus digest de Kill Bill volume 1. Donc si vous êtes un puriste du cinéma de Tarantino, je vous le conseille, c'est toujours cool de voir les films tels que les auteurs les ont fantasmés et dans le cas précis réalisés. Puis ça permet aussi de découvrir enfin le film tel que l'ont vu les gens à Cannes en 2004. C'est plus une arlésienne, quoi. Mais à titre personnel, je trouve que la meilleure expérience Kill Bill, ça reste volume 1, volume 2, parce que ça permet de faire respirer un peu plus les films, en fait. Et non pas le court-métrage d'animation fait sur Fortnite l'année dernière. Non, ça on peut oublier, ça par contre. On peut oublier. Donc, enfin, dernier vite fait mal fait, moi je vais vous parler très rapidement de Microstar de Léopold de Cross, qui est un petit film qui n'a pas la prétention d'être autre chose qu'un petit film et qui réussit très bien ce qu'il veut, puisqu'il raconte l'histoire d'un mec qui essaye d'être influenceur, acteur, qui est acteur et qui galère et qui va rencontrer, donc il est joué par Abraham Wapler, qui est vraiment super, et qui va rencontrer un mec vraiment tuné mais un peu insupportable, mais du coup avec qui on peut essayer de jouer pour essayer d'avoir plus d'argent, de faire des projets, etc. Mais de manière un peu intéressée, qui est très bien interprété pour le coup, lui aussi, par Félix Lefebvre. Voilà, c'est assez malin dans sa manière de vouloir raconter la galère, la volonté de sortir de la galère, ceux qui essayent via le prisme d'être intéressés, des rencontres, etc. C'est pas forcément beaucoup plus que ça. Mais étonnamment, ce que je retiendrai plutôt que ces deux-là qui sont vraiment très bien et il n'y a pas de sujet, c'est qu'il y a une actrice dont on parle assez peu, je trouve, parce que bon, on la renvoie globalement au fait qu'elle est une Nepo Baby et c'est le cas, mais spoiler, il y a des Nepo Baby qui sont talentueux et en plus qui le reconnaissent et c'est son cas. C'est Raika Hazanavicius, qui est donc la fille de Michel et qui est super. Et qui est quelqu'un qu'on voit pas assez au cinéma, je trouve, alors qu'elle a un vrai truc, elle a un visage, elle a une manière de parler. Moi, je me souviens que j'avais vu un court-métrage qui était trop bien, qui s'appelle No Skate, qui était présenté à la semaine, je crois, il y a quelques temps. Raika Hazanavicius, c'est vraiment une bête d'actrice qui est très peu exploitée à l'instant T et qui rayonne vraiment dans Microstar, quand bien même elle a un second rôle, parce que pour la faire courte, c'est un peu le love interest de ce personnage-là qui erre et qui va être confronté à est-ce que je garde ma vie d'antan ou est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour avoir un peu de succès. Le film est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a des petits défauts, il a des scories, il a des petits trips de réal qui, bon voilà, ne méritent peut-être pas forcément sa place au montage, mais franchement, j'ai pas envie de lui en tenir rigueur. C'est vraiment la promesse de ce qu'on imagine être un petit film français avec un petit casting cool qui essaie de raconter une histoire un peu originale. Et donc moi, je lui en suis fort gré. Allez, on reconnecte nos derniers neurones, Alexis, pour un film qu'on n'avait pas vu venir. Parce que pour le coup, celui-là, faut le dire, on ne l'avait pas vu venir. Il est sorti un peu de nulle part. Il n'était pas spécialement annoncé. Puis il s'est retrouvé dans les petits papiers de potentiellement à Cannes. Et finalement, il sort juste après Cannes. Ce qui est étonnant, puisque son réal a quand même fait partie des cinéastes qu'on suit de près depuis quelques années maintenant. Et notamment depuis sa fresque derrière l'histoire de la construction du Carré de la Défense. L'inconnu de la Grande Arche, qui avait été donc présenté à Cannes, qui est fini au César. Je vous parle donc de Stéphane Desmoustiers, dont on parlait tout à l'heure avec ton mise en point, et qui revient avec un film qui peut sembler être un 360 degrés par rapport à ce qu'il a fait. Un petit thriller estival sur fond de jalousie, de crime dans un camping du sud de la France. Ça semble être un 360 degrés. Est-ce que ça l'est vraiment ? Là. Putain, ça. La chaleur de Stéphane Demoustier avec Adrien Hussein, Tristan Richard, Martina Lamana, Alexis, donc on l'a vu tous les deux. De prime abord, est-ce que c'est un film surprenant dans la filmographie de Stéphane Demoustier ou pas ? Fondamentalement non, parce que le film s'inscrit pour deux raisons dans l'héritage d'un de ses précédents films, qui est justement La fille au bracelet, parce qu'il est question d'un fait divers, et parce qu'il est question d'un fait divers, et c'est pas un spoil, hein, c'est dans la bande-annonce, perpétré par un adolescent. En l'occurrence, nous suivons le personnage de Marwan, qui est donc un ado en vacances, je pense dans les Landes, si je dis pas de bêtises, avec sa famille, qui se promène un petit peu à droite à gauche, et
c'est le moment un peu difficile de l'adolescence où, d'un côté, il y a ceux qui vivent la meilleure life possible parce qu'ils sont musclés, beaux gosses, parce qu'ils traînent qu'avec des meufs trop stylées et parce qu'ils font des pool parties. Et puis, il y a les petits geeks avec des duvets disgracieux à la place de la moustache qui sont pas à l'aise avec leur corps ni avec leur personnalité et qui cherchent un peu leur place. Et Marwan appartient à cette deuxième catégorie. Et il va se faire emmerder un soir alors qu'il erre à proximité du camping où il passe ses vacances. Il va se faire emmerder en haut d'une structure de jeu par justement un petit bully insupportable qui veut lui piquer sa sacoche. Il se débat et pendant le conflit, la confrontation, le bully trébuche, tombe de la structure et meurt. Et Marwan décide de planquer le corps et de l'enterrer sur la plage. Voilà l'élément déclencheur de ce récit. Et en fait, c'est un premier problème parce qu'il y a 2 films en un. D'un côté, il y a la chronique adolescente. Et puis de l'autre, il y a le fait divers. Est-ce que ce corps, à un moment ou à un autre, va être découvert ? Et si oui, qu'est-ce qui va se passer pour Marwan ? Et autant le premier film est, à mon sens, vraiment touchant et vraiment intéressant parce que c'est incarné et parce que tu sens que Stéphane de Moustier, s'il adapte ce livre-là, c'est parce qu'il veut nous parler de ça. Et de l'autre, j'en finis là, après je te passe la parole pour ce premier tour de table, il y a le fait divers, dont, à mon sens, il n'a pas grand-chose à foutre. Et ça se sent fortement. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, je suis d'accord, et en même temps, quand j'y réfléchis, parce que j'ai vu le film en projection presse il y a quelques semaines maintenant, quand j'y réfléchis, il y a un élément dans la mise en scène qui me laisse à penser que finalement le thriller, il en a peut-être pas grand-chose, il en a plus quelque chose à foutre que ça. Enfin, vous avez compris, je voulais faire la négative de ce que tu viens de dire, Alexis, mais en fait, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que, donc on l'a dit, ça se déroule pendant un épisode caniculaire. Vraiment, il fait chaud, on voit la chaleur, on la capte à l'écran, ce qui est jamais vraiment simple par ailleurs, hein, à part montrer un petit peu le dérèglement, enfin, je sais pas comment on appelle, mais tu sais, cette espèce de moment un peu flouté au-dessus du bitume quand il fait trop chaud ou quoi. C'est dur de capter la chaleur. Là, je trouve qu'on la capte très bien. Ce qui est intéressant, c'est que derrière cette chronique adolescente, j'ai l'impression qu'avec sa mise en scène, il va resserrer de plus en plus pour qu'on étouffe. Et j'ai l'impression qu'il fait une mise en scène qui est de plus en plus étouffante au même moment que le personnage principal étouffe lui aussi, physiquement parce qu'il fait chaud, mais mentalement aussi parce que il est embourbé dans son histoire de j'ai enterré un gars, on le cherche partout, on croit que je suis son pote, je rencontre sa mère par hasard, il y a sa meuf qui essaie de me tourner autour, qu'est-ce que je fais ? Donc il y a quand même des trucs dans la mise en scène où je me dis finalement ça l'intéresse peut-être un petit peu. Mais je te rejoins totalement en fait. Il y a un postulat qui est très simple mais qui pour moi raconte un peu tout ce qu'il a voulu faire. Je crois, si je ne me trompe pas, que son casting, en tout cas pour les adolescents, est entièrement amateur. Et ça, pour moi, ça raconte quelque chose. C'est-à-dire qu'il a voulu capter une réalité de l'adolescence en chopant pas des grands noms, en n'ayant pas, encore une fois, des têtes de stars qu'on connaît, mais en ayant des gens inconnus qui leur permettent d'avoir leur parler, leur manière de se déplacer, qui semble être la réalité de l'adolescence actuelle, quand bien même le fait divers s'est déroulé il y a quelques années aujourd'hui. C'est intéressant. Moi, je trouve que ça fonctionne pas partout. Je trouve que tout le monde ne joue pas bien. J'ai un vrai problème sur le jeu, notamment du personnage principal. Alors, ça fait partie du truc, hein. Il a un drôle de charisme, ce personnage-là. C'est volontaire de la part de Moustier, mais il est pas vraiment envoûtant, il est pas vraiment charmant, et en même temps, il y a un truc qui se dégage qui fait qu'on a envie de le suivre, quand bien même il se fait... il a un drôle de rapport avec sa famille, avec son père et sa mère, qui veut absolument qu'il ait une meuf. C'est un ado, en fait. Oui, mais il me semble très vrai. Bah oui, tu vois. Enfin, moi, pour le coup, c'est un des points positifs du film, pour ma part. Tu vois, le casting oui, parce que je les achète. Parce que, tous en fait, c'est con, mais alors, je sais pas, pour les adultes, c'est peut-être un petit peu plus compliqué quand même. Mais pour les ados, c'est con, hein, mais tu as des personnages adolescents et tu choisis pour les incarner des vrais adolescents, ça veut dire que tu choisis des gens qui sont en train de vivre et de traverser ce que tes personnages vivent et traversent. Donc forcément, il y a une correspondance qui est intéressante. Et t'as pas besoin de beaucoup forcer pour qu'elle apparaisse à l'écran. Encore une fois, moi, vraiment, il se trouve qu'à la sortie de la salle, je suis allé voir à l'UGC Léal à Paris hier, au moment où on enregistre, et j'ai croisé à la sortie de la séance, il était dans la même salle que moi, notre confrère Eric Schwald, qui est déjà passé derrière ce micro, notamment au Festival de Cannes, Sergent Pepper sur Sens Critique. Et Eric, je trouve, a très bien résumé, avec une formule peut-être un petit peu méchante, mais néanmoins a très bien résumé le problème que j'ai avec le film. Il dit en fait... à partir du moment où le crime est commis et que le personnage se retrouve avec ce corps sur les bras dont il ne sait pas quoi faire, c'est le problème du personnage. Et dès que le corps est enterré, ça devient le problème du scénariste.
Parce qu'en fait, en tant que scénariste de Moustier, il sait pas quoi faire de score. Il sait Ah, tu vois, c'est intéressant. il ok. ne sait pas quoi en foutre. En vérité, même dans la mise en scène, pour le coup, moi qui ai tendance à trouver qu'il y a chez De Moustier des effets de mise en scène qui sont vachement intéressants, je suis obligé de constater que dès lors qu'il s'agit de rappeler au spectateur que, attention, hein, le corps il est toujours là, le secret est toujours là, et à tout moment il y a la menace que tout explose et tout éclate au grand jour. Mais en fait, en termes de mise en scène, il ne sait pas comment l'incarner. Donc il va me faire le même, c'est dur en le même même temps, plan mais- sur le bord de la plage où est enterré le corps, et puis ça Oui, n'a c'est pas vrai. d'impact. Non, t'as Ça raison. ne suscite rien chez le spectateur. Et tu vois, c'est ça le problème. Et surtout, quand il réfléchit, que tu décortiques un peu le film, toutes les bonnes scènes, parce qu'il y en a quand même, hein, notamment cette scène nocturne d'intimité entre Marwan et sa copine Julia, qui est vraiment une très belle scène. Très belle scène. C'est une très très belle séquence. Cette scène-là n'a aucun rapport, mais aucun, avec le fait divers qui sert d'élément déclencheur au film. Tu pourrais faire une chronique adolescente, c'est la vie d'un gars en vacances qui se sent pas bien dans ses pompes et il y a aucune histoire d'accident ou de corps à cacher. Tu peux faire exactement la même scène avec exactement les mêmes enjeux, exactement le même traitement. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a deux univers de cinéma qu'il faudrait à un moment marier. Et je pense que De Moustier n'arrive pas du tout à transformer l'essai. Et du coup, c'est dommage parce que en fonction des séquences, en fonction du point de vue qu'on adopte et de l'aspect du film sur lequel on se concentre, le film tantôt m'intéresse, tantôt me laisse complètement froid, quoi. Et ce chaud-froid permanent est vraiment désagréable. En fait, je conclurai là-dessus, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, la mise en scène ne sait pas quoi faire de ce cadavre. En revanche, elle sait quoi faire de ce personnage. Et tu sens que dans le fait divers, ce qui intéresse, plus que la chronique estivale, coming of age, d'été, etc., ce qui intéresse, c'est vraiment ce gars-là qui est un gars lambda, que De Moustier va s'efforcer à ne jamais transformer ni en héros, ni en monstre. Cette espèce d'entre-deux où on ne sait pas trop. Et ce qui me semble être justement très juste, et que lui va filmer de cette manière-là, où on voit de plus en plus la pression qui s'installe, la peur, le fait que de plus en plus les autorités vont commencer à se pointer et tout ça, mais toujours en se concentrant sur lui. Et t'as raison, en fait, il met de côté le cadavre comme si c'était juste un enjeu pour le personnage et pas un enjeu scénaristique à proprement parler. Alors que ça l'est. Je veux dire, ça l'est concrètement. À tout moment, il y a une marée, le sable se déroge et on voit un bout d'orteil qui dépasse. À tout moment, il y a un gosse qui sort avec une pelle, qui va jouer avec le sable et qui va se tomber sur un morceau de nez, j'en sais rien, tu vois. Et effectivement, t'as raison, je pense que ce qui est intéressant, en tout cas, et peut-être qu'on conclura là-dessus, c'est que De Moustier a transformé un fait divers pour se concentrer sur un personnage, qui est cet ado lambda. C'est pas un geste de cinéma qui, raconté comme ça, semble ni intéressant ni évident. Pourtant, je pense malgré tout que c'est un film qui mérite le détour parce que ça reste quand même un film de Stéphane De Moustier. Et quand bien même j'avais des réserves sur L'inconnu de la Grande Arche, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, Borgo, je considère que c'est vraiment une grande réussite. La fille au bracelet également, et ça reste un de nos très très bons cinéastes De Moustier. Ah, complètement. J'ai pas vu le film, mais je suis sûr que c'est malgré tout intéressant. C'est un très bon cinéaste. Ouais, non. Tu sais quoi, je pense que tu apprécierais peut-être un peu plus que nous deux le film. Parce que moi j'avais vraiment beaucoup aimé L'inconnu de la Grande Arche. Ouais, je sais. Donc je pense que je trouverai mon compte. Bah écoutez, en tout cas, si vous voulez fuir la chaleur, vous pouvez aller voir la chaleur. Pas mal, hein. Allez, je suis auteur. Vous voulez une anecdote ? Vas-y. Dans la salle des Halles où je suis allé voir le film, le film marchait pas. C'était sûr. C'est la KDX du film en fait. On appelle ça la même vanne. J'ai dû faire un truc dégueulasse dans une vie antérieure parce que le karma m'aime pas beaucoup, visiblement. Ah, c'est parce qu'il voulait que tu ressentes la moiteur j'ai de bien ces senti, adolescents, là. Ouais. la sueur qui se mélange sur les corps. Certes, très bien. La chaleur de Stéphane De Moustier avec Adrien Hussein, Tristan Richard et Martina Lamana. Allez le voir, dites-nous ce que vous en avez pensé et puis dites-nous si vous avez plutôt revivre la chaleur suave de vos étés d'antan dans les campings du Sud, où la sueur se mêlait avec celle de votre voisin, comme je viens de le dire, ou passer son été en Bretagne, c'est pas mal, hein. Non mais je vous dire, c'est super, Quimper en août, tu sais, puis pour la peau c'est mieux, il y a moins de soleil, moi je gère pas trop la chaleur, et puis bon, je préfère jouer au Scrabble avec mamie, puis au moins je me repose vraiment. Quimper ? Je sais pas pourquoi j'ai dit Quimper. Quimper. Alors que dans ma tête, quand je l'ai écrit, je pensais aux quelques semaines que j'ai pu passer chez mon grand-père en Bretagne. Quimper. Pas à Quimper donc. Pas du tout à Quimper. Ok, ça se voit, t'es jamais allé à Quimper. Non. Ça se voit. Pourquoi ? C'est un peu triste. Avec toute l'affection que j'ai c'est- pour les Quimperois et Quimperoises. C'était le but de ma vanne. Voilà, C'était mais- le but de ma vanne. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Il en reste un petit peu plus. Est-ce qu'on vous le laisse, Sophie ? Écoutez, j'ai regardé une série encore. Allez, pour Mais changer. non. Mais si. C'est pas hyper surprenant, mais j'ai regardé la saison 2 de Beef
Voilà. On en parlait la semaine dernière. Et alors ? Ah bah moi je la trouve vraiment mieux que la 1. J'avais pas trop aimé à 100% la 1 et là j'ai eu un petit peu du mal parce que le postulat de Biff c'est vraiment des gens qui se hurlent dessus. Mais vraiment, c'est ça le postulat. Et celui-là, je le trouve très, très, très sévère sur le couple. Alors que l'autre, la première saison, était plus sur le coup de chaud qu'on peut avoir et comment finalement ça construit et déconstruit l'intégralité de ta vision, de ta position sociétale, de ta position même raciale dans la société, comment les gens te jugent en fonction de ta couleur de peau et de ton statut social, comment deux personnes issues de l'immigration coréenne sont jugées différemment en fonction de leur statut social, etc. Et tout ça via le prisme de la dispute. Et là, on suit deux couples qui n'ont pas le même âge, mais qui, l'un est persuadé d'être sur la fin de la relation et l'autre d'être plutôt sur le début. Et comment, finalement, une grosse dispute qui est malencontreusement filmée par un téléphone portable va faire littéralement exploser l'intégralité de leur présupposés sur leur couple respectif. C'est pas mal. En tout cas, il y a Oscar Isaac et Karim Mulligan, ils sont super. Moi, je voulais vous citer un album qui m'a pété le crâne. Une rappeuse qui s'appelle Lin Lin, une rappeuse française qui a sorti un album qui s'appelle Disco Inferno. C'est un album qui est à la croisée entre... Enfin, ça commence par un peu de la house, mais en même temps, c'est du rap. Puis à un moment, il y a un break et on va dans de la pure chanson française. C'est quelqu'un qui est autant inspiré par les Daft que par le Kanye West des années 2010, qui va dans son imagerie et aime autant un climax de Gaspar Noé que Scarface. Enfin, c'est un mélange qui est très étonnant, mais qui est hyper cohérent et qui est hyper novateur. L'album s'appelle Disco Inferno. Il est un peu court parce que c'est des chansons rapides qui se suivent et il y a des moments, je l'écoutais, ça m'arrivait pas souvent, et je l'écoutais 3 fois d'affilée. Il dure qu'une demi-heure, donc ça se fait. Mais vraiment, je suis vraiment sur les fesses. Ce qu'a fait Lin Lin, c'est très fort. Lin Lin que moi, en tout cas, j'avais découvert parce qu'elle était en featuring avec sur Blicky du dernier album assez incroyable de Ino Casablanca. Mais voilà, révélation totale de cette Lin Lin que j'ai très envie de suivre de près et que je vous conseille vraiment d'écouter. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour les actus et mardi pour notre film de patrimoine. Il sera question de vivre ou survivre sans... Non. Oula, bah dis donc. Ouais, c'est chaud. Bye les amis et gloire aux pompiers qui se battent pour les incendies en fait. Blague à part, boulot de zinzin et on est avec vous. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, l'histoire. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.